Le 14 mai, un président américain atterrit à Pékin pour la première fois depuis près d'une décennie. Les drapeaux seront immaculés. Le tapis rouge sera mesuré au millimètre près. Les services de sécurité des deux gouvernements auront passé des semaines à négocier l'emplacement exact de chaque véhicule, de chaque pupitre, de chaque angle de caméra. Et dans le grand hall du peuple, deux hommes qui gouvernent ensemble la vie de près de 2 milliards d'êtres humains et président à des économies représentant environ 40% de la production mondiale, s'assiéront face à face pour tenter de gérer une situation qu'aucun d'eux ne maîtrise totalement. La rivalité la plus lourde de conséquences au monde. Et pour le reste de la planète, observant la scène de loin, la question n'est pas de savoir sur quoi ils s'accorderont. La question est de savoir si un accord a encore la moindre importance. Pour comprendre ce qui se joue à Pékin le 14 mai, il faut saisir comment les deux pays en sont arrivés là. Car le chemin parcouru entre la dernière visite présidentielle américaine et celle-ci ne se résume pas à une simple histoire de distance diplomatique. C'est l'histoire d'une rupture systématique, une guerre commerciale qui a coûté des centaines de milliards de dollars aux deux économies, une pandémie que chaque camp a imputée à l'autre, laissant dans l'opinion publique des cicatrices qui ne se sont toujours pas refermées. Un ballon espion chinois qui a traversé l'espace aérien américain avant d'être abattu au-dessus de l'Atlantique, devenant, durant plusieurs semaines, le symbole le plus visible d'une relation ayant perdu ses normes fondamentales de fonctionnement. Une quasi-crise autour de Taïwan qui a placé les deux armées à un niveau d'alerte inédit depuis les années 1990. Et puis, quelques semaines seulement avant la date initialement prévue pour le sommet, une guerre contre l'Iran qui a accaparé l'attention stratégique des États-Unis, épuisé leur stock de missiles, fait grimper le prix du baril de pétrole à 120 $ et contraint Washington à reporter sa visite. Le temps de tenter de gérer un conflit qu'il n'avait pas pleinement anticipé. Ce report revêt une importance bien supérieure à ce que suggèrent les gros titres. Il ne s'agissait pas d'un simple contretemps bureaucratique, mais d'un signal. Au cours des semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre, la Chine a appelé à la cessation des hostilités, tandis que les analystes notaient que ce conflit pourrait servir les intérêts de Pékin en mettant à rude épreuve les ressources militaires américaines et en réduisant la capacité d'action des États-Unis en Asie. Chaque semaine de guerre en Iran fut une semaine durant laquelle la Chine n'eut pas besoin de tirer le moindre coup de feu pour consolider sa position stratégique. Pékin observait, Pékin calculait, et elle est arrivée à la table du sommet après avoir accompli précisément ce que font les acteurs géopolitiques les plus sophistiqués lorsque leur adversaire principal a l'attention détournée. Elle a renforcé son jeu sans en dévoiler les cartes. Dans les semaines précédant le sommet, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a effectué une visite de 2 jours en Corée du Nord. Son premier déplacement à Pyongyang depuis plus de 6 ans, mettant l'accent sur les échanges de haut niveau et l'élargissement de la coopération concrète, cette visite s'inscrivait dans une dynamique plus vaste d'initiatives diplomatiques parallèles, couvrant les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques, conçues pour préserver la flexibilité tout en renforçant la position de négociation de la Chine. Parallèlement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu à Pékin. Il y aurait discuté, selon certaines sources, de coopération énergétique ainsi que de la volonté de Moscou de combler le déficit en ressources engendré par l'instabilité au Moyen-Orient. Et tout au long de cette période, la Chine a maintenu son emprise sur les chaînes d'approvisionnement en terres rares, des matériaux que la guerre en Iran avait soudainement et viscéralement rendus visibles aux yeux de tous les ministères de la défense du monde occidental. Dans la représentation mentale de la plupart des gens,
Les terres rares ne constituent pas, a priori, le sujet d'un drame géopolitique. Ce sont des éléments obscurs, au nom qui semble tout droit sorti d'un manuel de chimie. Gallium, germanium, néodyme. Tendres et argentés, ils demeurent largement invisibles dans la vie quotidienne. Pourtant, ce sont aussi les matériaux sans lesquels il serait impossible de fabriquer les semi-conducteurs modernes, sans lesquels les systèmes de guidage des munitions de précision ne pourraient fonctionner, et sans lesquels les moteurs électriques des véhicules militaires resteraient inertes. Or, la Chine contrôle le traitement de l'immense majorité de l'approvisionnement mondial. L'emprise étroite exercée par Pékin sur les exportations de terres rares a révélé la profondeur de la vulnérabilité industrielle des États-Unis au sein d'une économie mondialisée. Une prise de conscience fondamentale pour Xi Jinping depuis que Trump a lancé sa campagne de droits de douane punitifs et de contrôles à l'exportation. La guerre en Iran n'a fait que le souligner en rouge vif. Chaque munition de précision tirée sur les installations nucléaires iraniennes constituait en un sens une donnée supplémentaire dans le calcul stratégique de la Chine quant à la nature réelle des fondements de la puissance militaire américaine. Lors de la réunion de Busan en octobre 2025, la Chine a accepté de faciliter l'accès des États-Unis aux minéraux critiques et aux terres rares, tandis que les États-Unis suspendaient l'application de règles qui auraient étendu les restrictions, empêchant les entreprises chinoises d'accéder aux technologies de pointe, des mesures qui ont apaisé les tensions à court terme, mais qui ont également signalé que les mesures de sécurité nationale étaient devenues négociables dans un contexte commercial. Cet échange a préfiguré l'architecture de ce qui se dessine pour le 14 mai. Pas un grand compromis, pas une transformation de la relation. Quelque chose de plus précis et de plus durable, car fondé non pas sur la bonne volonté, mais sur un levier mutuel. Les deux parties savent exactement ce qu'elles détiennent. Les deux parties savent exactement ce dont l'autre a besoin. Ce sommet est, en son cœur, une négociation entre deux puissances qui ont passé des années à étudier les vulnérabilités de l'autre et qui sont désormais prêtes, durant une fenêtre temporelle spécifique, à échanger l'accès à ces vulnérabilités plutôt que de les exploiter. Mais voici ce à quoi presque personne ne prête attention dans les commentaires diplomatiques entourant ce sommet. L'ordre du jour visible, volumes commerciaux, taux tarifaires, achats agricoles, cadre d'investissement, n'est pas celui qui déterminera le siècle à venir. L'ordre du jour visible correspond aux négociations que les deux parties sont à l'aise d'aborder lors des conférences de presse. L'ordre du jour invisible est celui qui définira si la prochaine décennie s'apparentera à une concurrence gérée ou à une catastrophe incontrôlée. Et cet ordre du jour invisible comporte, en son centre, un point que ni l'un ni l'autre des gouvernements ne reconnaîtra formellement comme étant sur la table, mais qui façonne toutes les autres conversations au sein de la pièce. Taïwan. En décembre 2025, 2 mois après la réunion de Busan, Trump a annoncé un programme historique de vente d'armes à Taïwan, d'une valeur de 11,1 milliards de dollars. Cette décision a alarmé et exaspéré Pékin. La question de Taïwan constitue désormais le point prioritaire de la Chine pour le sommet de mai, Pékin devant faire pression sur Washington pour obtenir une sérieuse retenue concernant les futures ventes d'armes, ainsi qu'une opposition explicite à l'indépendance de Taïwan. Pour Xi, il ne s'agit pas là d'une simple position de négociation. C'est une question existentielle autour de laquelle s'articule depuis des décennies toute la logique de légitimité du Parti communiste chinois. Taïwan représente le dossier inachevé de la guerre civile chinoise. C'est la seule question territoriale sur laquelle aucun dirigeant chinois ne peut se permettre d'être perçu comme faisant des concessions. Et c'est précisément la question sur laquelle les États-Unis, pour des raisons à la fois stratégiques,
juridiques, commerciales et profondément politiques, ne peuvent se contenter d'accorder purement et simplement à Pékin ce qu'il désire. Pékin incitera Washington à assouplir les contrôles technologiques dans des domaines tels que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, à lever les sanctions pesant sur plus d'1 millier d'entreprises chinoises et à réduire les restrictions sur les investissements directs chinois aux États-Unis. Telles sont les revendications commerciales. Elles sont réelles et elles sont d'importance. Mais elles constituent aussi, au regard de la logique stratégique plus profonde qui sous-tend cette rencontre, la monnaie d'échange utilisée pour acquérir autre chose. Toute concession obtenue par Pékin dans le secteur des semi-conducteurs affaiblit l'avantage technologique américain, lequel garantit la crédibilité de la dissuasion des États-Unis dans le détroit de Taïwan. La Chine ne cherche pas simplement à obtenir un accès au marché. Elle cherche, par le biais de la négociation commerciale, à éroder progressivement les fondements matériels des engagements stratégiques américains qu'elle ne saurait affronter de front. C'est précisément à ce stade que l'analyse de ce sommet a basculé. Car le précédent le plus pertinent pour comprendre ce qui se jouera à Pékin le 14 mai ne réside dans aucun des sommets sino-américains antérieurs, mais bien dans celui qui s'est tenu en premier. La visite de Trump à Pékin en 2017, il y fut accueilli avec une pompe extraordinaire au sein de la cité interdite, bénéficiant d'un traitement qualifié de privilège d'État et recevant tous les signaux diplomatiques, suggérant que la relation bilatérale s'engageait sur une voie nouvelle et plus favorable. Or, quelques mois seulement après son retour à Washington, il déclenchait la guerre commerciale qui allait précipiter les relations bilatérales à leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies. Pékin surveillera de près les volte-face politiques qui avaient fragilisé la relation bilatérale durant le premier mandat de Trump. Le système chinois est doté d'une mémoire institutionnelle tenace. Il n'oublie rien. Et depuis 2017, il s'est employé à bâtir précisément le type de levier, qu'il s'agisse des terres rares, des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs ou des capacités de transformation des matériaux indispensables au système d'armement américain, qui rendraient, pour Washington, toute répétition du scénario de 2017 structurellement bien plus coûteuse qu'elle ne l'était à l'époque. La Chine s'appuie sur une série extraordinaire de rencontres prévues pour 2026 afin d'acculer Trump et d'imposer un certain degré de prévisibilité, ou à tout le moins de planifiabilité, aux relations sino-américaines. La visite programmée de Trump à Pékin offre en effet à la Chine l'opportunité de scénariser la prochaine interaction et de faire pression pour obtenir une nouvelle vague de concessions américaines au cours des mois à venir, jetant ainsi les bases d'une rencontre favorable. Une dynamique qui se reproduira lorsque Xi se rendra aux États-Unis plus tard dans l'année. Il ne s'agit en aucun cas d'improvisation. C'est là le fruit d'un État qui pense de manière stratégique, sur des horizons temporels s'étendant bien au-delà du prochain cycle électoral. Pékin n'a pas besoin de remporter une victoire en mai. Elle doit verrouiller un processus qui limite la liberté d'action des États-Unis jusqu'en 2027. Le sommet n'est pas la destination finale. Il en est le mécanisme. La suite des événements est empreinte d'une incertitude véritable, que les analyses de ce type ont généralement tendance à sous-estimer. Plusieurs trajectoires plausibles s'offrent à Pékin, et celles-ci divergent nettement. Selon la première trajectoire, le sommet aboutit à un accord cadre sur le commerce et les minéraux critiques, que les deux parties s'empressent de revendiquer comme une victoire, stabilise les relations pour une période de 18 mois et crée l'espace nécessaire pour que la visite de Xi à Washington, plus tard dans l'année, puisse s'appuyer sur ses fondations. Aucune des deux parties n'obtient tout ce qu'elle désire. La question de Taïwan est abordée en privé et aucune des deux parties ne rend public le contenu de ces échanges.
les relations demeurent compétitives, mais retrouvent un niveau de friction maîtrisé qui permet à l'économie mondiale de respirer. Selon la seconde trajectoire, le sommet donne lieu à des annonces qui semblent clairement plus substantielles qu'elles ne le sont en réalité. Engagement d'achats agricoles, gestes symboliques concernant les terres rares, déclarations sur la coopération en matière de fentanyl, tandis que les tensions structurelles plus profondes concernant Taïwan, les semi-conducteurs et la posture militaire demeurent totalement non résolus. Les marchés s'envolent. Les analystes rédigent des évaluations empreintes d'un optimisme prudent. Et moins de 6 mois plus tard, une nouvelle provocation, un exercice militaire chinois autour de Taïwan, une vente d'armes américaines, un accrochage en mer de Chine méridionale, vient rappeler à tous que la rivalité sous-jacente n'a pas été suspendue le temps d'une séance photo. Selon la troisième trajectoire, un incident survient, que ce soit au cours de la rencontre elle-même ou dans les semaines qui la suivent. Trump, dont l'histoire est jalonnée d'engagements que sa propre administration a par la suite désavoués, tient des propos sur Taïwan qui provoquent une crise de crédibilité auprès des alliés des États-Unis à Tokyo et à Séoul. Ou bien Pékin, enhardi par ce qu'il interprète comme une distraction américaine et un surmenage militaire, accélère son calendrier de pression sur Taïwan, d'une manière qui met à l'épreuve les limites du cessez-le-feu qui avait, en premier lieu, conduit Trump à Pékin. Le contexte global est tel que presque aucun commentateur diplomatique ne parvient à le saisir adéquatement. Les États-Unis et la Chine ne sont pas simplement deux puissances rivales au sens conventionnel du terme. La compétition entre les États-Unis et la Chine diffère fondamentalement des confrontations passées entre grandes puissances. Contrairement à la guerre froide, époque où les États-Unis et l'Union soviétique fonctionnaient selon des systèmes économiques largement distincts, la Chine et les États-Unis demeurent profondément interconnectés. À elles deux, leurs économies représentent environ 40% de la production économique mondiale. Et les chaînes d'approvisionnement planétaires continuent de relier la technologie américaine, les capacités manufacturières chinoises et les marchés du monde entier. Ce sont des rivaux qui ont besoin les uns des autres, des adversaires structurellement dépendants du bon fonctionnement économique de l'autre, des concurrents qui partagent une planète, un climat, un système financier et, de plus en plus, une course aux armements dans le domaine de l'intelligence artificielle, une course dont l'issue déterminera la répartition du pouvoir pour le reste du siècle. Le sommet de Pékin n'est pas une conférence de paix. Ce n'est pas la proclamation d'une nouvelle ère. C'est quelque chose de plus prosaïque et de plus important que l'une ou l'autre de ces choses. C'est la tentative de deux gouvernements, aux systèmes, aux valeurs et aux intérêts très différents, d'instaurer au sein de leurs relations un degré de prévisibilité suffisant pour éviter que le monde ne bascule accidentellement dans une guerre qu'aucun d'eux ne désire, mais qu'aucun d'eux n'a encore trouvé le moyen d'empêcher de manière fiable. Ce n'est pas une histoire romanesque, mais c'est l'histoire bien réelle de la manière dont les grandes puissances gèrent leur rivalité dans le monde tel qu'il est, par opposition au monde théorique, où les valeurs, les institutions et les bonnes intentions détermineraient l'issue des événements. L'histoire a cette particularité de rendre ces moments tantôt plus décisifs, tantôt moins significatifs qu'ils ne le semblaient sur le moment. La visite de Nixon en Chine, en 1972, apparut comme un coup de maître géopolitique et fut, à bien des égards, exactement cela. Mais elle engendra également des conséquences que personne n'avait pleinement anticipées, notamment l'essor de la puissance manufacturière chinoise qui finit par supplanter des millions de travailleurs américains. Chaque sommet entre ces deux pays a produit des résultats que les participants ne maîtrisaient pas totalement,
et que la décennie suivante a jugé différemment de ce qu'en disait l'immédiat après-coup. Le 14 mai ne fera pas exception à la règle. Ce qui change en revanche, c'est le contexte. La guerre en Iran n'est toujours pas terminée. L'économie mondiale subit un niveau de tension inédit depuis 2008. Le cadre de la non-prolifération nucléaire subit une pression plus forte qu'à n'importe quel autre moment depuis la fin de la guerre froide. L'Inde et le Pakistan ont échangé des tirs le long d'une frontière contestée, tandis que le reste du monde regardait ailleurs. Et deux hommes, débarquant à Pékin, escortés de cortèges officiels et de cohortes de journalistes, portant sur leurs épaules le poids de la plus importante relation bilatérale de l'histoire de l'humanité, s'assiéront dans une pièce pour tenter de négocier les termes selon lesquels cette relation se poursuivra au cours de la seconde moitié du XXIe siècle. Ce que ces rencontres peuvent accomplir, lorsqu'elles sont menées avec doigté, c'est d'atténuer la volatilité d'une rivalité potentiellement dangereuse. Cela revêt aujourd'hui une importance capitale alors même que la guerre en Iran provoque un choc énergétique mondial et injecte une nouvelle dose d'instabilité dans un ordre international déjà en voie de fragmentation. Le tapis rouge aura la longueur requise. Les marches seront parfaitement alignées. Les drapeaux ne bougeront pas. Et dans la pièce où tout se joue, la question qui déterminera l'avenir, bien plus que n'importe quel accord commercial ou communiqué conjoint, demeurera comme elle l'a toujours été, sans réponse. Non pas celle de savoir sur quoi ces deux pays s'accorderont, mais bien celle de savoir s'ils sont capables de s'entendre suffisamment et assez longtemps pour naviguer dans un monde qui évolue plus vite qu'aucun d'eux ne le comprend pleinement.